Donc, ma présentation va être certainement moins drôle que celle de Sharon, mais j'espère que ça sera intéressant quand même. Donc, je vais vous parler du marqueur Vosges ou de la conjonction. On verra comment il faudra l'appeler, parce que c'est vrai qu'avec l'évolution, ce n'est pas tout à fait sûr que c'est une conjonction. Est-ce que c'est un pronom? Est-ce que c'est un marqueur modal, etc. Je vais vous donner quand même quelques notions linguistiques. J'ai essayé de ne pas mettre trop de linguistique dedans, mais quand même, j'étais obligée. Je vais vous parler des propositions subordonnées. Et normalement, il y a 3 types principaux des subordonnées, des relatifs, des complétifs. Donc, relatifs comme, j'ai mis là en français les exemples. Je ne connais pas la chanson que Marie chante. Donc, que Marie chante, ça sera la subordonnée relative. Des complétifs comme Jean dit que Paul a parlé avec Marie. Donc, que Paul a parlé avec Marie, ça sera la subordonnée complétive. Et des circonstanciels ou des adverbiales qui peuvent être de différents types, comme par exemple le circonstanciel de temps, de conditions, etc. Donc, comme il a plu, le sol est humide. Et on verra quels sont les moyens pour introduire ces types de subordination en arménien moderne. Je vais parler surtout de l'arménien oriental, mais de temps en temps, je ferai des références à l'arménien occidental aussi, parce qu'apparemment, il y a des différences quand on parle de l'emploi de Vosges. Et tout d'abord, je vais commencer de l'arménien classique quand même, pour voir quels étaient les moyens qu'on utilisait en arménien classique et comment ça a évolué. On avait deux conjonctions principales en arménien classique, le zi, qui est la forme accusative de i, avec les significations comme que, car, parce que, afin que, etc. Et qui donnait aussi naissance à plusieurs conjonctions composées, comme kanzi, vasanzi, vorpezi, etc. Donc, certaines formes ont survécu jusqu'à aujourd'hui, mais il y en a qui ont quand même complètement disparu en arménien moderne, ou bien qui sont très stylisées comme kanzi ou vasanzi. Et la deuxième conjonction, c'est té, ou la forme étendue yété, qui avait le sens que ou si. Et comme il est écrit, c'était la conjonction passe-partout en arménien classique, qui... Oui, exactement. C'est ça qui m'a inspirée aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé à présenter ce sujet. Donc, le té ou yété, on trouve dans plusieurs fonctions et qu'on verra que beaucoup de ces fonctions ont disparu en arménien moderne. Si on regarde un exemple, donc ici, ça aussi c'est l'exemple qui vient de Yeznik, où on trouve plusieurs emplois de ti. Je vais vous lire quand même. Գիտեր Աստված, եթե այնպես լինելոց էր, թե չգիտեր, թե գիտեր եւ արար, ինքն է պատճառը նորա ի հավության ցնդառնալու, ապա թե ոչ գիտեր, ցյար դառներ զայն, զոր ոչ ընգիտեր, թե որպիսի ինչ ոք լինելոցից է. Et donc là, on aura plusieurs types d'emplois de T ou de yété, parce que ce n'est pas forcément toujours très distingué les emplois. Et d'ailleurs, je vous ai écrit avec yetch, parce qu'apparemment, c'était ça l'écriture de l'époque, avec yetch à la fin, je veux dire, de T. En tous les cas, c'est ce qui apparaît chez Meillet aussi. Donc, Dieu savait-il qu'il Satan devait être ainsi rebelle, ou ne le savait-il pas? S'il le savait et s'il l'a créé, il est lui-même l'auteur de son retournement du bien, et s'il ne savait pas, comment aurait-il créé celui dont il ne savait pas ce qu'il deviendrait? Donc ici, on a des conjonctions qui introduisent des subordonnées complétifs ainsi que des subordonnées circonstancielles, puisqu'on a la circonstancielle de condition aussi.
Maintenant, Vod existait déjà en arménien classique, bien sûr, sauf que on a un autre emploi réservé pour ce marqueur et il fonctionne en tant que pronom relatif ou bien comme adjectif interrogatif. Donc, son emploi principal, c'est surtout en tant que pronom relatif, qu'on retrouve d'ailleurs en arménien moderne aussi. Par contre, on n'a pas de fonction de conjonction pour Vod en arménien classique. Donc ici, quelques exemples de relatives. Alzezasem vor le sect. Donc ici, le Vod à vous qui m'écoutez. Ou bien Duk yerkir paganek vorum vochen gitek, mais yerkir paganemk vorum gitemk. Ici, donc vous avez paganek yerkir vorum. Attendez, parce que là, les glosses, j'ai mis en anglais, mais la traduction en français. Ce que vous ne connaissez pas et ce que nous connaissons. Donc, vous voyez bien que c'est un vrai pronom relatif avec la déclinaison, avec un paradigme complet qui est très typique pour les langues européennes. L'étymologie de Vod, donc c'est considéré comme un mot indo-européen. Donc chez Acharyan, ça sera considéré comme un mot proprement arménien qui vient de Kwo. Et on retrouve des mots apparentés aussi en latin, en grec et dans d'autres langues indo-européennes. Et nous avons aussi, même dans les extensions lexicales, on retrouve les mêmes équivalents, comme par exemple pour la qualité, on va avoir vorak, qui est formé de la même façon que et qualité ou vorak. Maintenant, on passe à l'arménien moyen. Nous avons toujours le zi et te, yete, qui sont interchangeables très souvent, mais pas toujours. Et là, en arménien moyen, Vod apparaît déjà comme une conjonction. Seulement, parfois, ça peut être une vraie conjonction, parfois, ça rappelle quand même les emplois du relatif. Pardon, et là, je vous ai mis un exemple de Datastanagirk de Sombat le connétable, je crois que c'est ça en français, donc le codex. L'exemple, donc, Kin, vor amur lini yeftera chebere, napatahe bjeshkok tesnul yevimanal, te ihor dehatse i harkenen te kunkenen. Et donc ici, Kin vor, c'est plutôt si une femme, mais ça ressemble beaucoup quand même à la construction relative. Déjà la position de Vod qui vient tout de suite après Kin et qui n'est pas au début. Est-ce qu'on devait interpréter ça si une femme ou une femme qui? Si on considère que c'est un relatif, on a quand même le na qui vient après, qui rend cette interprétation difficile. Et donc, c'est plutôt comme une conjonction qu'il fallait interpréter. En tous les cas, il y a d'autres exemples en arménien moyen où Vod apparaît vraiment dans la fonction de conjonction. Et c'est intéressant que dans cet exemple, on peut utiliser pour transmettre la sémantique de condition qui n'est pas forcément l'emploi principal de Vod. Et si j'ai bien compris, par exemple, en arménien occidental, on ne peut pas utiliser Vod dans ce sens-là. En tous les cas, j'ai posé la question à Arpit Otoyan, elle m'a dit que normalement, on n'utilise pas Vod pour marquer la condition. Et on arrive donc à l'arménien oriental, où nous avons Vod, te, nous avons beaucoup de conjonctions avec des extensions comme Kani Vod, Vodovhetev, etc. Parallèlement, nous avons aussi des conjonctions de subordination qui marquent vraiment sémantiquement le sens des circonstanciels, comme yete qui est réservé pour la condition, yerb qui est réservé pour le temps, kanivod pour la cause, etc. etc.
Par contre, le zi a complètement disparu. En tous les cas, en arménien oriental, au quotidien, on n'utilise pas, mais on verra, je vous ai mis quelques statistiques de la Bible en arménien oriental moderne, et on verra qu'il y a des cas quand même où ce zi est préservé, mais encore une fois, c'est surtout quand même pour marquer stylistiquement que c'est un genre différent, un style différent. Les emplois de Vaud en arménien oriental sont les suivants. Donc tout d'abord comme un pronom ou adjectif interrogatif, donc un adjectif interrogatif comme dans le sens de quel, Vaud-girke ou bien Vaud qui peut être nominalisé et ça devient comme lequel, avec toujours beaucoup d'autres conjonctions composées avec de Vaud, comme Vaudovhete, Vaudpesi, Vaudter, Vaudkan, etc. Comme un vrai pronom relatif, je vous donnerai des exemples tout de suite après. Là, c'est préservé comme un arménien classique. Donc, quand on parle du vrai pronom relatif, ça veut dire qu'il peut se décliner, il peut avoir des formes différentes, et il peut aussi fonctionner comme conjonction, donc comme je vous ai dit, pour tout type de subordination, en fait. Il peut introduire tout type de subordination. Il peut être aussi comme complémentaire, comme dans les phrases relatives, où ça ne se décline pas, en fait. Ça introduit la subordonnée relative, mais sans vraiment marquer les catégories grammaticales de la phrase matrice. Et Vaud peut fonctionner aussi comme particule modale avec une sémantique assez large. Et là aussi, on va voir des exemples pour que ça soit plus clair. Donc là, c'est un exemple de relatif. Տարեխը, որին քրդերը ինջի կեֆալի են ասում, վանա լճում աճող միակ ձուկն է, որը Իբրահիմի ռեստորանում $5 արժե. Donc, Tarecha Vorin, ici, Vaud fonctionne comme un vrai pronom relatif, puisque vous voyez que Vorin, qui est décliné et qui correspond à la fonction dans la phrase subordonnée, et Vaude aussi, vous avez l'article défini qui marque aussi la forme. Quelques exemples de complétifs. Naasat, Vaud ou Te. Parfois, dans les complétifs, Vaud ou Te ils sont interchangeables, mais pas toujours quand même, parce que en arménien moderne et comme même, oui, surtout en arménien moderne, donc, Te rajoute une sémantique hypothétique qui n'est pas forcément présent dans le pronom de Vaud. Et stylistiquement aussi, c'est quand même, ça marque un registre plus soutenu que Vaud. Donc, Naasat, Vaud ou Te, ou Zumegal, Inzmot. Ou bien, on peut dire aussi, d'où Tchekartses, Te Vaud Te Yesmish Taespes Ambacht Amirel. Ne pense pas que j'ai toujours été aussi malchanceux. Et le premier exemple, donc, il a dit qu'il voulait venir chez moi. Vous voyez que dans ces exemples-là, très souvent, ça correspond quand même à un français à que, même dans les relatifs, c'est que ou qui. Maintenant, là, ce qui est intéressant, c'est qu'en arménien oriental moderne, Vaud commence à remplacer presque toutes les conjonctions de subordination. Donc, au lieu de dire, par exemple, dans l'exemple 11, Yerp, Vorgas, Ennekarnel Kaberes Hetat. Donc ici, c'est clairement une sémantique de temps. Quand tu viendras, ramène avec toi la photo. Donc on remplace Yerp par Vaud et on comprend quand même qu'il s'agit du temps. Ou bien la condition dans l'exemple 12, d'où voruzenas amen inchitzel inz bajinketas. Ou yes yeka vorkestanem. Donc là, c'est le but. Une autre chose que je voudrais attirer votre attention, l'exemple 12, où Vaud apparaît pas forcément à la marge de la subordonnée,
qui est quand même très souvent la règle dans les langues européennes, comme par exemple en français, vous ne pouvez pas mettre que n'importe où. La seule position possible en français, c'est en début de la subordonnée. En arménien, c'est très facile, vous pouvez le déplacer, surtout à l'oral bien sûr, à l'écrit on va faire plus attention, mais c'est quand même possible. Donc on peut mettre vod presque partout. On pourrait dire, bon, uzenas là il faut garder quand même juste avant, mais en meninchit, douvo uzenas, etc. C'est assez flexible. Vod, donc c'est toujours un arménien oriental, apparaît dans les constructions clivées. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est la construction clivée, donc ça correspond à la phrase en français « c'est X que ». C'était toi qui m'as forcé à rester, qui est un moyen de focalisation. Là, on va utiliser vod, et ce n'est que vod qui est possible. On ne peut pas faire comme dans les relatifs, et pourtant ça ressemble parfois aux constructions relatives. Cette construction-là n'existe pas vraiment en arménien classique, mais il y a quelques exemples qui pouvaient quand même suggérer que ça existait, et je vais vous donner ces exemples, et vous me direz peut-être... si c'est possible ou probable comme interprétation ou non. Les constructions clivées sont très souvent utilisées en arménien aussi pour marquer le temps. Et dans ce cas-là, ça va correspondre en français. Cela fait X temps que. Donc, shurch ksan hink tarie, vod, inch ou rien, metaxi combinatume. Oui, c'est tout. Cela fait presque 25 ans qu'il est dans la fabrique de soie. Pour les constructions clivées de temps, la particularité en arménien oriental est qu'on peut utiliser inch en tant que conjonction ou complémentaire. Qui est plutôt rare parce que inch, quand même, on peut l'utiliser dans cette fonction, mais c'est très réservé. Et voilà donc l'exemple d'une clivée en arménien classique avec inch, exactement. Yevoch yes inch zokist kam askian sdzer shnurheti, yevoch askerparan sdzer. Bon, je ne vais pas lire tout l'exemple. Donc ici, la question c'est est-ce que ce inch qui vient juste après yes, yevoch yes inch, qu'on traduit quand même en arménien oriental déjà, donc yes chevot des. Donc ici c'est là il n'y a pas de doute, c'est une construction clivée et en français aussi vous avez une construction clivée pour traduire ça. J'ai discuté cette question avec Agnès, elle était un petit peu dubitative, mais elle a dit quand même qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut faire avec ces inch en arménien classique, donc peut-être c'est une interprétation possible de ce inch. Parce qu'apparemment, ça correspond aussi à un mot grec qui apparaît très souvent dans les traductions. Donc, on ne sait pas si c'est exactement la construction clivée ou une autre chose. Oui, avec une négation, tu aurais accepté que c'est une clivée? Oui, oui. 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 Bon, peut-être dans l'article, ça apparaîtra, l'autre exemple aussi. Et donc, vod en tant que particule modale, qui apparaît très souvent à la fin de la phrase, ça aussi c'est quelque chose de très typique pour la langue orale. Drankov keren vod. Peut-être en Arménie, vous l'avez entendu, et c'est vraiment quelque chose... En occidental aussi. Voilà, donc d'où que pariesin chareti vod. Et là, vous voyez qu'on met ça tout à la fin,
Et parfois, quand on traduit, c'est un petit peu difficile à traduire. C'est pour ça que je vous ai mis quand même ce qui est sous-entendu, en fait. Parce que ce qui est sous-entendu, c'est une sorte de subordonné qu'on comprend quand même. Et c'est mon interprétation de la présence de ce Vosges, c'est que par ce Vosges, on marque qu'il y a la suite, qu'on ne dit pas, mais qu'on comprend. Donc, c'est toi qui as touché, qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour que tu me parles comme ça, en fait. C'est ça qui est sous-entendu. Ou bien, donc on peut avoir un emploi d'intensificateur de Vosges dans les constructions comme « Jesem Vosges kam ». Là aussi, ça ressemble un petit peu aux constructions clivées, puisque formellement, c'est vraiment la même chose, sauf que sémantiquement, c'est quand même un petit peu différent. En français, je ne suis pas sûre que c'est une bonne traduction. J'ai mis « c'est moi-même », il n'y a que moi, donc, parce que ça peut avoir différents sens. C'est moi que voilà. C'est moi que voilà. On dit ça pour les gens qui se mettent en avant. Oui, voilà, bah très bien, je vais noter après. Oui, et donc quelque chose d'intéressant, typologique, aréalement parlant plutôt, c'est que cette construction existe en azérie, mais non en arménien occidental, ni en turc et ni en persan. Donc c'est aussi intéressant de voir comment ça se fait qu'il y a des constructions qui existent dans les langues voisines et pas dans les autres. Et même quand on compare l'arménien oriental avec l'occidental, pourquoi certaines constructions existent en arménien oriental et non pas en arménien occidental. Donc quelques chiffres pour ce Vosges final. Quand on cherche rapidement dans le corpus national de l'arménien oriental, on trouve presque 5000 cas. Dans le corpus, c'est assez facile à faire, donc vous choisissez juste la dernière position. Après, il y a certainement des cas ambigus, mais ça montre quand même ce chiffre qu'ils sont très nombreux, ces constructions. Et ça serait intéressant aussi de comparer ce Vosges, tous les emplois de Vosges, avec les conjonctions, un petit peu comme en arménien, donc des conjonctions passe-partout comme le ke en persan ou ki en turc, puisqu'apparemment il y a beaucoup de ressemblances. Et on trouve des cas, par exemple, je vous ai mis en turc un cas de ki final, qui ressemble beaucoup apparemment à Vosges en arménien. Donc, Seninle ou Kadar Mutsuzum ki. Et là aussi, c'est une sorte c'est presque comme en arménien oriental. Donc, vous sous-entendez qu'il y a une sorte de subordonné qui vient après. La traduction, je suis tellement malheureux avec toi et tu ne veux pas le voir. Je ne sais pas quoi faire. Donc, il y a toujours une subordonnée qui doit être là et qui manque. Et la même chose existe aussi en persan. Je ne vous ai pas mis d'exemple, mais c'est tout à fait pareil. Là, je vous ai mis quelques exemples, le même exemple avec plusieurs possibilités pour vous montrer à quel point Vosges ou bien le développement, l'évolution de ces conjonctions, c'est assez visible dans ces exemples. Si on prend une phrase avec une conjonction du temps comme yerp, donc on peut tout à fait dire yerp hasnes zangir vor ichnem. Quand tu arriveras, appelle-moi pour que je descende. Une autre option, c'est rajouter vor tout de suite après yerp. Et pourtant, on n'a pas forcément besoin de ce vor. Yerp vor, pardon, il y a hasnes qui a disparu. Donc, yerp vor hasnes zangir vor ichnem. Ce vor, qui est une sorte, je crois que c'est une sorte de vestige de relatif, du pronom relatif. Et ça rend, c'est vrai que ça rend la parole plus orale, mais quand même, c'est très, très fréquent. On l'utilise presque avec tous les pronoms, tous les mots interrogatifs.
l'option suivante, c'est Vod Hasnes Zangir Vodichnem. Donc, on va utiliser Vod pour remplacer Yerb. Et la dernière option, qui est très fréquente aussi, c'est on ne met rien. On enchaîne tout simplement les verbes et on va comprendre quand même que c'est le temps ou bien que c'est le but, comme donc Hasnes Zangir Ichnem, qui doit faire très bizarre quand même en français si on traduit littéralement. Donc littéralement, c'est viennent, appellent, je descends. Donc, et on voit bien quand même que en arménien oriental, ce Vod remplace presque tous les types de subordinateurs, et en plus, on évolue vers l'absence de conjonction, en fait. L'absence elle-même marque déjà tous les types de subordination possibles. Quelques chiffres concernant la distribution des subordinateurs principaux donc dans la Bible, un arménien classique et un arménien oriental. Le zi, on pourrait donc déjà prévoir ça, que c'est le plus fréquent, presque 8000. Il y a 13 cas, mais comme je vous ai dit, puisque c'est la traduction de la Bible, donc forcément, parfois, il y a des exemples où ils ont préservé ce zi, mais qui n'est absolument pas utilisé en arménien oriental. En tous les cas, en arménien oriental, je ne sais pas comment dire, normal que les gens parlent. T, là, c'est presque... La différence n'est pas très grande quand même, en arménien classique et en arménien oriental, puisque T en arménien oriental est utilisé aussi pour transmettre la conjonction et surtout très souvent ça apparaît dans les constructions de paires TT, et donc j'imagine que ça aussi ça rajoute plus de cas en arménien oriental. Et Vod, presque 7000, 8000. Et quand c'est l'exem, donc la différence entre quand je vous ai mis entre parenthèses l'exem, ça veut dire que les cas de 7000, ça concerne que la forme Vod sans prendre en compte les formes déclinées, tandis que 12788, ça concerne toutes les formes, en fait, toutes les formes possibles de Vod. Hein. Là, on voit qu'en arménien oriental, le chiffre est beaucoup plus important, puisqu'on a Vod en tant que conjonction, en tant que particule modale, etc. Et donc, si on récapitule l'évolution de ce Vod à travers l'histoire de la langue arménienne, donc en arménien classique, il fonctionne que en tant que pronom relatif ou interrogatif. En arménien moyen, on préserve toujours la fonction de pronom relatif interrogatif et la fonction de conjonction se rajoute. Et en arménien oriental, ça devient comme une conjonction passe-partout qui remplace toutes les autres conjonctions. Et encore quelques chiffres de Vod dans le corpus. Vod, vous avez plus que presque 2 millions cas de Vod dans le corpus au total. Et c'est le troisième mot le plus fréquent dans le corpus, après « et », qui est le premier mot le plus fréquent, et après « yev », pour vous montrer à quel point c'est quand même... répandu dans tout le discours arménien. Merci. Merci beaucoup, Victoria. Et donc, des questions, Gabriel? Toute première question, le verbe qui est final, ça pourrait être n'est-ce pas comme en anglais, tout simplement, plutôt que de chercher en tous les cas, ce n'est pas par hasard qu'on a Vod, et ce n'est pas toujours la même sémantique que n'est-ce pas
On peut avoir des différents types comme la doute, étonnement, ou, je sais pas, indignation. Pour moi, c'est vraiment la subordonnée qui manque et sous-entendue quand même. Je veux dire, pour les locuteurs, c'est... Je pense simplement isn't it à la fin d'une phrase. Enfin, c'est simplement pour insister. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait s'occuper des micros pour les questions? C'est vrai, parce que comme c'est enregistré, il faut que ça circule, mon ami. Ah oui. Oui, je reprends la question. Donc, c'était le verbe final qui me fait penser à un n'est-ce pas, comme en anglais, le isn't it final, qui est simplement là pour appuyer. Mais vous dites qu'il y a plus de sémantique que oui, simplement une insistance. Oui, exactement. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Donc, Oui, merci Victoria. Alors, en ce qui concerne l'arménien classique, sur zi et te, c'est chez Agnès que tu trouves l'essentiel. Oui. Hein, dans son c'est livre, pour ça que j'ai commencé. Sur le discours rapporté et également un article. Bon, oui. En gros, l'opposition au départ, zi, c'est plutôt du type le fait que, et te, c'est l'idée que. Hein, bon. Et d'ailleurs, alors c'est là que l'étymologie peut apporter. Hein, les conjonctions et les relatifs sont souvent étymologiquement des engins interrogatifs. Et ce qu'il faut signaler en arménien, c'est que l'interrogatif pour les choses, c'est zinch, mais zi a encore le sens interrogatif dans ziard, comment, qui signifie de quelle manière. Alors, ce que peut apporter également l'étymologie pour vor, le vo, c'est effectivement le thème de l'interrogatif. Dans les langues indo-européennes, les relatifs sont étymologiquement soit d'anciens interrogatifs, c'est le cas de ce qu'on a en français, c'est le cas de ce qu'on a c'est le cas de ce qu'on a en latin, c'est le cas de ce qu'on a en anglais, soit d'anciens démonstratifs, d'anciens anaphoriques. C'est ce qu'on a en allemand, c'est ce qu'on a dans certains dialectes, dans le dialecte ionien, en grec ancien. Alors, qu'apporte le R étymologiquement, ça, on le sait très bien. Le R, c'est un suffixe qui marque l'opposition de deux notions. C'est celui qu'on a en grec dans l'interrogatif poteros, qui signifie pas qui, mais lequel des deux, et qu'on a en latin dans outer, qui signifie lequel des deux. Et en arménien, le sens le plus ancien, d'après l'étymologie de Vor, c'est pas qui, c'est lequel. Il y a deux solutions, laquelle te paraît la meilleure. Bon. Et alors, ça, c'est ce qui a donné en arménien classique, c'est le relatif le plus courant, sachant que en arménien classique également, l'interrogatif pour les personnes, peut servir de relatif, mais dans ce cas-là, il sert de relatif indéfini. Comme relatif indéfini. Je ne sais pas celui dont, etc. Bon. Donc, ici, il y a au départ un emploi très précis et qui s'est progressivement élargi au cours de l'histoire et même de la préhistoire de la langue. Merci beaucoup, Charles, pour toutes ces précisions. Je les noterai dans l'article, je pense. Non, je vais pas. Non, c'est pas pour une question. C'était aussi pour une petite question. On a vu des virgules se déplacer plus ou moins devant les vors. Y a-t-il une relation entre la ponctuation et la présence du vort, enfin la présence de ponctuation devant le vort? Parfois, on a l'impression que la ponctuation de la virgule arrive parce que c'est un Allemand qui a traduit ou qui a fait une édition. Est-ce qu'il y a des règles vraiment arméniennes ou est-ce qu'il y a des mélanges faits par les...
les traducteurs. Je dirais qu'en arménien oriental, il y a des règles assez strictes qui sont inspirées des règles russes ou soviétiques, je ne sais pas comment il faut. Et allemande, du coup, oui, voilà. Et donc, dès que vous avez un marqueur de subordination, il y a toujours une virgule. C'est une règle absolue en arménien oriental. Donc, dès que vous avez les conjonctions de subordination, il y a toujours une virgule. Par contre, par exemple, pour le vor final, comme c'est quelque chose de récent et normalement, on ne l'écrit pas, mais quand même, on voit bien quand même que ça, c'est très présent, je ne pense pas qu'on met quand même cette virgule. Mais ça, c'est une question très intéressante parce que au niveau de l'intonation, ce n'est pas toujours évident qu'il y a cette virgule qui vient avant. Parce que très souvent, on prononce ce vor qui vient plutôt, qui est plus rattaché à la phrase matrice qu'à la subordonnée. Et surtout, il y a des faits intéressants chez Meillet où il montre exactement même avec T ou Yété, où la ponctuation, parfois, ça peut être très aléatoire, et donc, mais aléatoire quand même, ça montre quelque chose. Parfois, ça peut être après, ça peut être avant, et ça serait intéressant de regarder de plus près pour comprendre est-ce qu'il y a une logique quand même derrière cette différence de ponctuation. Oui, je veux bien enchaîner là-dessus sur une question-remarque. Effectivement, je pense que c'est ça qui peut-être fait un peu obstacle à l'interprétation de ce vor final comme quelque chose qui remplace le inchemarel vor du ins ASPSS Rossum ou quelque chose comme ça. C'est justement le fait qu'il n'y a pas cette virgule et que du point de vue intonatif, il est vraiment collé à ce qui est avant. Inchemarel vor, inchesarel vor. Et d'ailleurs, alors que le vor, l'intonation, le schéma intonatif du vor, conjonction, il redescend pour créer le lien avec ce qui va suivre, celui-là, il reste en hauteur, il reste en suspens. Et c'est ça qui montre que c'est un marqueur modal et que c'est plus une conjonction. Du coup, sous-entendre ce qui manque, je suis pas sûre que c'est pertinent à partir du moment où tu poses qu'il a changé de nature, qu'il est devenu marqueur modal. Je pense que si on met ça avec le fait qu'il n'y a plus la virgule et qu'il n'y a plus la rupture et que ça change le schéma intonationnel, peut-être que ça explique la façon dont il a acquis ce sens-là, mais en synchronie au moment où on parle, il ne l'est plus du tout, je crois. C'était juste pour montrer en fait comment on est arrivé là et pourquoi ce vor est utilisé. Et il y a d'autres cas en fait de conjonction sous l'influence typologique du contact qui avant étaient reliés à la phrase qui suit et qui finalement sont devenus reliés à ce qui précédait avec un changement. Bon, Vartushka a travaillé là-dessus. C'est sur le nez qu'on peut interpréter comme un ancien na. Oui. Il était gas, na, c'est-à-dire, et donc du coup c'était une corrélative, et du fait que cette virgule et cette rupture soient fermées, on a yete kasne. Donc ces éléments-là, je pense qu'ils sont très importants pour comprendre l'évolution de la forme. Et la deuxième chose aussi, c'est que tu as parlé de ki en turc, mais en fait dans tous les dialectes arméniens et dans occidentaux et dans l'arménien occidental populaire, on dit même ki. Au lieu de vor. Et asiga oveki. Donc on peut tout à fait en arménien donc parler. c'est vraiment un phénomène c'est-à-dire qu'en fait, du coup, ça va rejoindre un peu des choses dont je vais parler tout à l'heure. Dans le contact aréal, il y a un passage des phraséologismes. Donc en fait, on peut reprendre le schéma, on copie, on calque la façon de dire dans l'autre langue, mais en prenant le marqueur de l'autre langue ou en le prenant pas. En fait. Et là, on a un vrai exemple de ça, c'est-à-dire donc yes an ovevor, ça c'est simplement le calque phraséologique, alors que an oveki, c'est avec en plus l'emprunt du matériau, enfin du marqueur de l'autre langue. En tous les cas, le fait que ça existe en turc, c'est intéressant puisque le ki n'est pas très fréquent quand même en turc, puisqu'on passe plutôt par des constructions participiales, et donc qui, en tant que conjonction, n'a pas du tout la même valeur que vor en arménien. Et ça veut dire qu'on a surtout quand même gardé cette utilisation en tant que particule modale, et qui est très typique pour toutes les langues de la région. En arménien occidental, pour dire garzeste,
en arménien populaire, on va dire kideski. C'est un changement de registre, mais donc en fait, mais effectivement, le ki, il est emprunté au persan en turc, mais en fait, il est aussi répandu dans toute la région, pas seulement en turc. Donc, et en même temps que le marqueur circule, il y a les tournures qui circulent. D'autres questions? Oui. L'exemple que je t'avais donné, c'était Jean 7-17. Oui. On n'a pas... Bon, en général, tous les inch apparaissent avec la négation, dans les exemples dits clivés. Et en l'occurrence, en Jean 7-17, sans équivalent en grec, tu as un inch dans une interrogation. Donc, on connaît les liens entre interrogation et négation. Et bon, une affaire à creuser, peut-être pas dans le sens où tu crois. Oui. C'est quand même très tentant. Vous allez faire un article ensemble, alors? Voilà, c'est tout. Merci. Et le inch dans cette phrase que tu as donnée, ça appartient à quel registre dans la construction clivée? Ça peut s'écrire ou pas? Pour l'arménien oriental? Ça peut... Si, bien sûr, c'est plutôt soutenu d'utiliser inch. Avec les constructions clivées de temps, c'est plutôt soutenu d'utiliser inch. Donc, au lieu de dire yerkutari inch, quoique même à l'oral, je pourrais utiliser quand même yerkutari vor. Ça serait plus courant, mais yerkutari et inch, c'est sûr que c'est plus soutenu. D'accord. Oui. Bon, merci beaucoup. Et donc, nous avons une petite pause café qui nous est servie dans le foyer. Et nous reprenons donc à 11h30.